Coach, bonjour. Bonjour. Comment on aborde une reprise face à un leader? C'est comme si on abordait face à une autre équipe? On rencontre le leader quand même, ça change un peu la donne. Après, dans la préparation et dans le travail, on est dans la même continuité. En fait, malgré qu'on a changé certaines petites choses, après avoir fait le bilan et le point sur différentes choses, on a pris des décisions en interne sur le groupe et avec moi. Et voilà, après on est dans la préparation d'un match classique. Maintenant, Angers est leader aujourd'hui. Une équipe remplie d'expérience, des joueurs d'expérience à des postes clés. Ils ont eu un départ difficile et puis après ils ont enchaîné parce qu'ils ont trouvé le bon rythme. Ils ont eu de la réussite sur certains matchs. Voilà. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle par débuter par le leader, mais bon, moi j'ai presque envie de vous dire que c'est une bonne nouvelle. Vous dites que vous avez pris des décisions sur le groupe. Est-ce que ça veut dire que par rapport à ce que vous avez eu avant la trêve, mais aussi ce que vous avez vu pendant le retour de trêve, et notamment les amicaux, est-ce que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui se sont détachés à la fois en bien et aussi en mal? Non, détachés en bien et en mal. Non, en fait, les joueurs, ils se détachent pas. Je veux dire, moi, pendant les vacances, j'ai fait un bilan, un constat, j'ai à nouveau regardé des matchs, j'ai regardé ce qu'on avait bien fait et mal fait, ce qui ne fonctionnait plus ou moins bien que de ce qu'on a pu faire à un moment. Et puis voilà, après, on est rentré dans des discussions, je leur ai proposé des choses. Je les ai laissés un peu quelques jours réfléchir à tout ce que je leur ai proposé. Ils sont revenus vers moi et puis voilà. On a discuté et puis sur je sais pas un règlement interne, mais entre nous dans le vestiaire et le staff, on a mis d'autres choses en place, d'autres aussi à travers les séances d'entraînement. On essaie de modifier pour amener une énergie différente. Je veux dire, c'est pas une autre énergie, c'est une énergie différente par rapport à ce qu'on a pu faire. Finalement, cette trêve, c'est important pour avoir des entretiens individuels pour relancer le championnat? Oui, il me semble, ça me semble en fait important et intéressant d'avoir des entretiens avec eux. Dire, ça a été, en fait, quand je les ai vus, je leur ai dit, vous avez un quart d'heure. On a un quart d'heure entre vous et moi. Je dis, ça n'a pas dépassé les 15 minutes. Je dis, il fallait aller à l'essentiel. Moi, je leur ai donné mon point de vue et ma façon de voir les choses. Je les ai écoutés quand je leur ai posé la question aussi, ils avaient des choses à me dire. Il y a eu des choses très intéressantes de leur part. Ça m'a permis aussi d'élargir ma réflexion aussi par rapport à leur ressenti. Dire quand vous êtes en tête à tête avec un joueur, il vous dit peut-être pas les mêmes choses que quand vous êtes en groupe. Donc pour moi, c'était très intéressant. Je les ai entendus, je les ai écoutés. Ils m'ont entendu, ils m'ont écouté. Voilà. Maintenant, on est parti sur une deuxième partie de championnat. Coach, outre le match de samedi, vous allez recevoir 2 fois d'affilée en championnat pour débuter l'année. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle dans le sens où ça peut vous mettre de la pression aussi à domicile avec cette obligation de résultat très tôt? Quand vous entraînez Sporting, on a tout le temps la pression tous les week-ends. Je dirais, ça avait été une bonne chose l'année dernière, malgré que là, le calendrier n'était pas tout à fait la même chose, mais on avait repris par 2 réceptions. On avait commencé par Caen, à huis clos, on avait gagné 1-0, on avait reçu Valenciennes par la suite. Là, on reçoit le leader et Caen, qui a bien terminé la première partie de championnat. Par contre, on sait qu'avec ces 21 points aujourd'hui, c'est pas suffisant si on fait la même chose sur la seconde partie. Avec 42 points, ça suffira pas pour se maintenir. Donc ça aussi, ça a été un des thèmes de la discussion entre les uns et les autres. Donc il va falloir faire beaucoup plus, même beaucoup plus, dans l'investissement de chacun, que ce soit sur l'aspect individuel ou collectif. Voilà, maintenant on commence 2 fois à la maison. On sait qu'en grande partie de notre avenir va se jouer à domicile. Ça, c'est une certitude. Il faut être convaincu de ça. Il faut qu'on soit intransigeant ici, à la maison, à Furiani. L'objectif de 2024, c'est bien sûr de prendre des points, mais c'est surtout peut-être d'avoir de la constance enfin sur 90 minutes pour cette équipe. C'est ce qui a vraiment manqué sur la première partie de saison. C'est le mot juste, la constance. Manque de constance dans les résultats, manque de constance dans les performances collectives, manque de constance dans les performances individuelles. Le meilleur exemple, ça a été le match à Saint-Etienne. Vous faites un quart d'heure catastrophique, vous remontez un peu la tête, vous faites une deuxième mi-temps qui est plus que correcte et vous revenez au score, vous avez une balle de 3 partout. D'avoir de telles différences de niveau dans un match, ce n'est pas normal.
On a été capable, contre Auxerre, contre Bordeaux, contre les grosses équipes, de répondre présent et contre d'autres équipes d'être nul en fait, de ne pas être bon et d'être absent. Donc voilà, oui, le mot constant, c'est le maître mot de notre situation aujourd'hui. Avant la trêve, vous avez été notamment critiqué par rapport à votre schéma tactique et le fait de rester notamment à 3 défenseurs centraux. On a vu que pendant les matchs amicaux de ce début d'année, vous avez tenté d'autres choses. Est-ce qu'on va sur la fin du schéma à 3 centraux? Est-ce qu'il peut y avoir du changement? Bon, déjà, les critiques, je ne les lis pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a une réflexion qui a été présente pendant les vacances, dont ce thème-là, bien sûr. J'ai bien vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Ça a été un des sujets aussi avec les joueurs. Voilà, je veux dire, il y a eu des satisfactions, il y en a d'autres un peu moins. Il y a des joueurs qui étaient moins en forme à un moment ou à un autre dans des postes aussi importants dans ce système. Il semblerait qu'il y a des joueurs qui reviennent à leur niveau. Donc voilà, pour répondre à votre question sur les soi-disant critiques. Coach, on va parler du mercato. Oui. Il y a plusieurs noms qui ont été cités, dont Gaëtan Charbonnier, qui a été cité dans la presse locale. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'arrivée de ce joueur? Ça, c'est la responsabilité de Corse Matin, qui se sont permis de... Oui, Gaëtan va nous rejoindre. Va nous rejoindre. Encore des petits problèmes administratifs à régler de papier, mais l'accord entre le joueur et le club est trouvé. Donc oui, il va nous rejoindre. Pour rester sur le secteur offensif, et pas la recrue, mais plutôt Miguel Alfarella, est-ce qu'il y a eu un déclic à Dunkerque, ou est-ce que c'est son repositionnement qui... Parce qu'on a l'impression que même sur les matchs de préparation, il a été performant. Qu'est-ce qui a changé chez Miguel? Vous savez, quand vous êtes attaquant, vous êtes dans le doute, à ce moment où vous n'arrivez pas à marquer, parce que vous créez beaucoup de situations ou d'occasions. Alors le match de Dunkerque, je ne sais pas si c'est un déclic, parce que ça demande confirmation, mais ça lui a fait un bien fou, ça c'est une évidence. Bon, il a transformé ce penalty à Saint-Etienne, il nous a fait les 2 matchs de préparation contre Monaco et contre Furiani aussi qui étaient intéressantes. En fait, le constat de Miguel, on s'est rendu compte qu'il était performant quand il jouait dans l'axe. Et quand on l'a repositionné un peu sur le côté, ou quand je l'ai mis sur le côté, et on a essayé ça aussi pendant la préparation, c'est un petit peu plus difficile. Je pense qu'il a besoin d'espace, il a besoin d'une forme de liberté dans son jeu. Donc est-ce que ça lui a permis de faire un déclic, d'être dans des positions favorables devant le but? Voilà, c'est plein de petites choses, mais Miguel, en fait, il est dans la continuité de ce qu'il a fait avant la trêve. Je veux dire, il est revenu avec de très bonnes intentions, il travaille, il bosse bien, il est présent. Voilà, j'espère que les fêtes de Noël ne lui ont pas enlevé cette malédiction qu'il avait avant de marquer ses buts et qu'il va pouvoir enchaîner. Alors, question groupée un peu par rapport au mercato, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres renforts en attaque? Certains citent le nom de Christopher Ebailly, voire même au milieu. On cite notamment ces dernières minutes le nom possible de Mahamé Sibi au milieu de terrain. Bon, dans le domaine offensif, en fait, comme je ne lis pas ce qui se dit et ce qui s'écrit, donc concernant l'attaquant de Rouen, Ebailly, non. C'est non. Il ne viendra pas à Bastia, au Sporting. Concernant Sibi, oui, les discussions sont très bien avancées et ça risque de se régler aujourd'hui. On n'a pas parlé, mais vous allez avoir 2 joueurs retenus pour la CAN. L'un Tavares et Fasciné Conté. Votre adversaire aussi va avoir des joueurs retenus, et notamment leur gardien de but. Alors, je sais que vous ne concentrez pas trop, vous n'aimez pas trop parler d'adversaire, mais néanmoins, un gardien titulaire remplacé par un très jeune de 21 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience, est-ce que ça peut vous donner envie de donner des consignes particulières dans le sens où pourquoi pas de tenter sa chance, un gardien qui manque peut-être d'expérience, est-ce que ça va peser, vous pensez, dans la balance de la rencontre? Je ne vais pas me permettre de parler à la place d'Angers, mais oui, ils ont perdu, ils ont 3 joueurs à la CAN, dont le gardien, et je vous ai dit au tout début que c'était une équipe qui avait des joueurs d'expérience à des postes importants, et le gardien de but est un poste très important. Alors c'est le gardien numéro 2 qui joue, il a joué en Coupe de France contre Brest, ça va être sa première en championnat, il se déplace ici.
Après, nous, c'est des discussions qu'on a avec l'équipe, voilà, par rapport à lui. Après, s'il est deuxième gardien du Angers, c'est qu'il doit avoir des qualités aussi. Hein, il faut pas... Voilà, mais bon, c'est un poste important. La CAN, vous y pensez quand vous faites votre recrutement pour les années à venir? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez en vous disant si j'ai trop d'internationaux africains, je vais me retrouver un petit peu démuni en janvier? Dans un mercato, ça pèse? Bah, vous savez, dans une saison, il y a 2 éléments importants là-dessus. Il y a la CAN et la période du Ramadan. On est bien obligé d'y faire attention, on y pense. On pèse le pour et le contre, parce qu'on sait qu'on va perdre des joueurs. Je veux dire, un garçon comme Fasciné Conté, on était loin d'imaginer qu'il allait partir à Cannes par rapport à son jeune âge. Il est sélectionné avec les A, on s'y attendait pas. Ça se passe bien pour lui, il a marqué un but en amical. Voilà, donc ça c'était une donnée que... En fait, c'est une donnée qui est imprévue aujourd'hui, parce qu'on pensait vraiment pas on pensait qu'il allait partir avec les espoirs ou avec les U23, mais pas avec les A pour la CAN. Donc ça aussi, ça a été une réflexion aussi dans notre recrutement, parce qu'on perd un joueur quand même qui est performant et qui nous est utile aujourd'hui. Voilà, après, bon, ça... Vous avez su suffisamment tôt qu'il partait à la CAN? J'ai l'impression que ça s'est décidé assez tardivement. Oui, ça a été assez tard. Bon, en fait, moi j'ai eu le sélectionneur au téléphone par message. Ils l'ont appelé au dernier moment. C'est moi qui ai refusé de l'envoyer parce qu'on n'avait toujours pas reçu une convocation officielle au sein du club. À partir du moment où on n'avait pas de convocation officielle, moi j'étais dans mon droit de refuser la sélection. Donc il y avait un intérêt de la sélection pour lui. Mais ils nous l'ont convoqué au dernier moment. Donc moi j'ai refusé, il n'est pas parti. Et puis par la suite, ses performances ont fait que il a été convoqué pour la CAN. Peut-être une dernière question. On sait que pendant la trêve, l'intimité du vestiaire a été un peu violée par un influenceur sur les réseaux sociaux qui a dit beaucoup de choses sur ce qui se passerait dans le vestiaire Bastier. Comment vous prenez cela? Parce qu'il y a beaucoup de Bastier qui ont écouté ce qu'a dit cet influenceur. Il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté, mais moi je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas lu. Donc en fait, ce qu'il peut raconter, j'en ai rien à faire. En fait, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mon problème. J'ai mon vestiaire avec moi. Ce qui reste dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Après, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, dire on ne peut rien contre ça. Après, il y a des gens qui veulent exister d'une certaine façon. Ils existent comme ils peuvent. Je veux dire, qu'est-ce que je vous dis à ça? En fait, ça ne m'intéresse pas. Merci. Merci beaucoup.